Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée au DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali. Pour en parler, nous recevons Zahabi Ould Sidi Mohamed, président de la Commission nationale du DDR. Mais avant, faisons un tour à Tombouctou, où le retard accusé dans le processus du DDR crée des conditions d'insécurité. Braquage, assassinat ciblé, séquestration pour rançon, voilà des actes de banditisme qui rendent la vie difficile dans la cité des 333 saints. Une cité où les jeunes cherchent par tous les moyens à se procurer d'une arme pour bénéficier des avantages que leur accorde le DDR. Mais en attendant leur insertion, un bon nombre de ces jeunes se livrent à des actes de banditisme. Reportage. Depuis le 20 septembre, Oumar Baraka se rend au moins une fois par jour à l'hôpital régional de Tombouctou. C'est l'un des initiateurs de la manifestation contre l'insécurité qui a dégénéré le 19 septembre. Il vient s'imprégner de l'état de santé de 7 blessés par balle par des malfrats. Depuis l'hôpital, il raconte quelques cas de banditisme qui ont suscité la colère de la jeunesse de Tombouctou. Il y a le fait que certaines communautés à Tombouctou ne peuvent pas posséder leur propre voiture sans que des bandits ne viennent le récupérer. Et tout dernièrement, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Par exemple, un gars de la protection civile qui est de Belafarandi. Et les bandits l'ont attaqué. Au lieu de prendre la voiture dont ils ont besoin, ils ont préféré assassiner les messieurs avant de partir avec la voiture. Ça a frustré la jeunesse et la population de Tombouctou de façon générale. Après ça, dans les quartiers même d'Abaradjou, un jeune qui était couché à côté de son père, deux malfrats sont rentrés. Ils l'ont assassiné devant son père et récupéré sa moto et partir. Suite à cela, il y a également l'enlèvement de 2 jeunes. Les ravisseurs ont demandé un rançon de 40 millions à leur grand frère. Voilà, donc c'est de là que les derniers dimanches où nous devons nous rencontrer, la jeunesse nous a envahis en colère pour résister par rapport à ce qui est en train de se passer. La recrudescence des actes de banditisme rend la vie difficile à Tombouctou. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les jeunes du quartier d'Abaradjou se sont organisés et ont mis en place des comités de veille pour sécuriser leur quartier. Ils avaient instauré des mesures d'interdiction de circuler à moto et en véhicule de 20h à 5h du matin. Tout allait bien jusqu'au 19 septembre quand des jeunes arabes ont ouvert le feu sur des membres du comité de veille. Il y a 2 voitures qui sont venues tirer sur les jeunes qui étaient en train de barricader à partir de 22h. Et c'est de là que le problème est vraiment parti. À partir du tir sur les comités de veille, les jeunes qui veillaient la nuit. Donc la même nuit, on avait blessé déjà 2 personnes. Donc c'est la suite qui s'est passée parce que le lendemain matin également, il y avait des jeunes qui étaient en voiture qui tiraient en même temps sur les mêmes jeunes. Donc c'est ce qui résume en un mot ce qui se passe. Le lendemain, les jeunes auraient découvert dans cette maison à Abaradjou le véhicule de ceux qui ont tiré sur eux dans la nuit. Assiégés par une foule déchaînée pendant plusieurs heures, les occupants de la maison ont tiré en l'air pour dissuader les manifestants. 5 personnes ont été blessées par balle. Les membres de la famille ont été sauvés grâce à l'intervention de l'armée. La maison a été incendiée par la foule en colère. Vice-président du collège transitoire de Taoudéni, le propriétaire des lieux nie la présence des malfaiteurs chez lui et crie au complot. Je vois qu'il y a quelques responsables qui sont sous ce truc-là. Sinon, la communauté elle-même, telle qu'arabe et sédentaire, il n'y a aucun problème entre eux. Ni problème d'ethnie, ni problème entre les communautés. Mais il y a quelques responsables qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui ont essayé de mobiliser quelques acteurs pour que ce problème-là. Donc, je crois que c'est un coup qui est préparé. À la suite de ces événements, des centaines de familles arabes et touaregs, craignant des actes de vengeance, d'amalgame ou de représailles, ont quitté la ville. Composée majoritairement de commerçants, leur départ a paralysé Tombouctou. Mais aujourd'hui, avec le retour progressif de la paix, certains ont décidé de regagner leur famille. Un retour qui a permis à la ville de renouer avec les activités commerciales. Bon, ici, là, vraiment, on veut que tous les gens arrêtent l'amalgame, c'est tout l'amalgame.
Ici, vraiment, les gens ne se comprennent pas, il n'y a pas de confiance entre eux. Bon, entre les gens, donc c'est obligatoire de rester entre eux et de vivre ensemble. Il faut vraiment arrêter l'amalgame, c'est tout l'amalgame. Bon, d'ici, tu sais que nous, les Noirs, les Blancs, on est les mêmes. Nous sommes des frères, des sœurs, on est vivre ensemble, on est né avec eux, on a grandi avec eux. Pour la paix et la cohésion, une commission de bons offices a été mise en place le 27 septembre. Composée de 30 membres dont 10 Arabes, 10 Touaregs et 10 Soraïs, la commission fait le tour des quartiers de Tombouctou pour prêcher le vivre ensemble dans la ville. Elle se penche également sur le retour des familles déplacées à la suite des événements du 19 septembre. Et nous avons déjà fait 3 quartiers, sinon 4 aujourd'hui, et les autres 4 quartiers, on va les sillonner. Et toujours est-il que c'est le même message de cohésion, de retour, de vivre ensemble, parce que nous avons préparé nos populations à recevoir celles qui sont sorties. La prolifération des armes légères et de guerre est à l'origine de la recrudescence de l'insécurité à Tombouctou. Et cette prolifération est due en partie au processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion. En effet, l'une des conditions pour bénéficier du DDR est d'avoir une arme fonctionnelle. Une condition qui, selon le gouverneur de la région de Tombouctou, ouvre la voie à la course aux armes. Chacun peut se prévaloir d'une arme au nom d'un mouvement, affilié à un groupe de mouvements reconnus. Aujourd'hui, on les appelle des mouvements signataires de l'accord ou non signataires de l'accord ou d'inclusivité, parce qu'il faut tenir compte de tout le monde. Et tout le monde est reconnu parce qu'ils sont armés. Donc, puisque les combattants de ces différents mouvements n'ont pas d'emploi, il y en a qui s'adonnent à ces actes de banditisme-là. En plus d'avoir une arme, les prétendants au processus du DDR doivent être affiliés à un mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et dans la région de Tombouctou, les groupes armés continuent à recevoir des jeunes dans leurs rangs. Une thèse confirmée par ce responsable de la CMFPR3, un mouvement d'autodéfense partie prenante de l'accord du 15 mai 2015. Non, ceux qui viennent vers nous, généralement, viennent avec leurs armes. Chaque personne qui vient, tu vas trouver qu'il a quelque chose, soit des grenades, ils ont demandé 300 balles, tu vas trouver qu'il y a des gens qui ont ça, d'autres sont vraiment leurs trucs. Il y a même d'autres qui viennent en groupe, 10, 15, ils ont leurs véhicules, ils ont leurs armes, tout, lance-roquettes, tout ce que tu peux imaginer comme armes. Le secrétaire général adjoint de la CMFPR3 avoue que les mouvements armés n'ont pas les moyens pour entretenir les combattants, d'où le dérive de certains pour subvenir à leurs besoins. Les camps de cantonnement sont là, mais il n'y a rien là-dedans, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas eu de grand recrutement, rien, les combattants sont là un peu partout. Et tout ce qu'on a comme banditisme à travers le Mali, après à travers le Nord, c'est les combattants qui font ça parce qu'ils n'ont rien à manger, donc ils ont quelque part dans l'obligation de chercher quelque chose. C'est ça qui pousse tous ces trucs-là. Donc il faut obligatoirement que le cantonnement, qu'on fasse le cantonnement, qu'on désarme tout le monde, un civil ne doit pas circuler avec. Donc c'est des problèmes qu'on a ici. Même au Tombouctou, tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas désarmé les gens. C'est ça le problème qu'on a. Si tout de suite quelqu'un crée un problème, on les prend, on l'amène à la gendarmerie, ses frères vont amener une carte de combattant, ils vont dire que c'est un combattant. Donc là, on est obligé de laisser. C'est ça le problème qu'on a tout de suite. Donc il faut une solution. Direction Kabara, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Tombouctou. Nous sommes dans le camp de la CMFPR1. C'est l'une des plus grandes bases qui accueillait plus de 300 combattants il y a quelques mois, selon ses responsables. À notre passage, la base ne comptait qu'une trentaine de combattants. Actuellement, là où nous sommes, même les éléments qui sont avec nous ici tout de suite, ils sont tous découragés. On les sensibilise seulement pour qu'ils puissent rester. Sinon, la majeure partie des combattants étaient dans les bases, mais d'autres sont partis chez eux. Kadiatou Traoré fait partie des combattants présents dans le camp. Âgée de 23 ans, elle a rejoint le mouvement depuis 4 ans. Il y a 6 mois, la jeune dame a été désarmée avec plusieurs autres combattants pour intégrer le processus du DDR. Mais depuis, Kadiatou est laissée pour compte, d'où son choix de retourner dans la base de son mouvement. Il y a un désarmé camp blanc.
an kalo wɔɔrɔ filɛ kɛnɛma an ma foyi u tɛ k'an jate yɛrɛ an mɔgɔ 50 de désarmés. Après les événements du 19 septembre, aucun acte de banditisme n'a été signalé dans la ville de Tombouctou. Mais la présence des combattants frustrés dans la ville et environ demeure une menace pour la stabilité et surtout la cohésion entre les différentes communautés. L'accélération du DDR devient donc impérieuse. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Que pensez-vous d'abord de ce reportage? Bon, c'est réaliste. Ça traduit aussi les sentiments des acteurs. Mais là où je ne suis pas d'accord avec certains, c'est qu'on dise que le retard du DDR justifie le banditisme. En réalité, les retards, certes, l'accord globalement, dans sa mise en œuvre, accuse certains retards. Mais comme le dit l'autre, on fait la paix à deux. Il faut que les deux parties puissent aussi être toutes munies de bonne foi et de bonne volonté pour avancer. Alors, le retard, certes, il est là, mais il n'est pas imputable à la seule partie gouvernementale. Parce que l'accord lui-même dit que le désarmement devait commencer 3 mois après la signature de l'accord sur la base des listes de combattants fournies par les mouvements signataires. Alors, ça a pris du temps. Il a fallu attendre, je crois, la 3e année pour que nous puissions finir le processus d'enregistrement des combattants avec leur armes. Alors ça a impacté sur l'accélération du désarmement. Maintenant, ce qui arrive à Tombouctou, c'est vrai que Tombouctou est devenu une ville invivable. Parce qu'au début, c'est le vol des 4x4, il n'y a plus d'organisations humanitaires qui possèdent un véhicule, ceux de l'administration s'en vont, ceux des particuliers aussi s'en vont. Et finalement, la crise à Tombouctou a connu une nouvelle évolution, c'est la prise des otages qui sont des opérateurs économiques qui sont visés et il faut payer une rançon pour les libérer. Ça, c'est vrai que les gens de Tombouctou étaient excédés par rapport à cette situation. Sans compter aussi certains assassinats ciblés qui se faisaient dans la ville et qui ont révolté la population. Bon, je crois que les incidents malheureux qui ont eu lieu ont permis à tout le monde de faire son autocritique. Et le fait qu'il y ait maintenant un comité de sages composé de 10 personnes de chacune des communautés et que tout le monde est unanime que désormais, quand on voit le bandit dans le quartier, chacun va le dénoncer. On ne va plus le laisser continuer. Ceux aussi qui profitent de ces événements, de ces incidents, et qui pillent les populations comme prétexte, ce n'est pas seulement manifester, mais il manifeste en même temps, il fait le casseur pour prendre les biens des gens, ce qui est aussi condamnable et inacceptable. Donc ce qui se passe à Tombouctou, moi je crois qu'avec les nouvelles mesures, la nouvelle volonté des partis, les mouvements aussi ont mis une patrouille pour essayer de libérer l'axe Tombouctou, Gao, Gundam et Niafunke. Bon, je prends note que c'est des bons pas dans la bonne direction. Maintenant, pour revenir au DDR lui-même, le DDR a commencé. On a commencé avec le désarmement du MOC. Il y a 1800 personnes qui doivent intégrer. Et ce processus aussi est laborieux. Mais quand même, il a commencé. Déjà 1006 ou 1005 ont intégré. Les autres sont aussi en route pour qu'on puisse compléter cet exercice. Et je crois que certainement que si le désarmement est accéléré, on pourra avoir plus de sécurité, que ce soit à Tombouctou ou ailleurs.
Vous avez parlé de la fin de l'enrôlement des combattants. Vous êtes à combien? Alors, l'enrôlement, on a arrêté maintenant. Les derniers chiffres que j'ai, ça fait à peu près 64 000. Mais sur ces 64 000, tous n'ont pas des armes. Il y en a ceux qui sont enrôlés avec des armes, c'est environ 26 000. Et ceux qui répondent aux critères d'intégration, ils sont à peu près 16 000 à peu près. Donc ça veut dire que tous les combattants ne seront pas armés, alors que certains ont appris à manipuler les armes. Est-ce que la non-intégration dans l'armée et ou dans l'administration ne serait toujours pas une menace pour la paix? Bon, il faut être réaliste, mon frère. On ne peut pas intégrer tout ce monde. On ne peut pas l'intégrer. Les contraintes budgétaires, ça ne permettent pas cela. Donc ceux qui rempliront les critères, il y aura une certaine quantité qui va intégrer. Les autres vont à la réinsertion. Il y a des projets de développement pour eux. Donc on essaiera, l'État fera en sorte que personne ne soit à la traîne, mais la priorité sera donnée à ceux qui se présenteront avec des armes. Parce que les standards même du DDR et la définition de combattants éligible au programme DDR, c'est quelqu'un qui possède une arme de guerre fonctionnelle. Ça, c'est des standards internationaux, que ce soit chez nous, ici ou ailleurs. Tous ces grands projets vont commencer quand le démarrage effectif de ce processus de gouvernement du cantonnement? Déjà, les camps du cantonnement sont prêts? Bon, le processus, il a commencé, parce qu'avec les éléments du MOC, c'est la première vague. C'est la première vague d'intégration. Et parmi ceux-ci, il y a des visites parce qu'il faut répondre aux critères d'éligibilité au sein des FAMA. Tous ceux qui sont inaptes vont aller à la réinsertion. Les fonds sont disponibles et avec eux, on va commencer. Et bientôt, nous allons commencer le grand DDR, c'est-à-dire celui de finaliser le reste. Et là, nous aurons des camps de screening dans 5 lieux, à Gao, à Tombouctou, Kidal, Menaka et à Soufroulaye pour le centre, parce que le centre aussi, le problème se pose, même si ce n'est pas couvert par l'accord, mais c'est la même problématique de désarmement qui se pose là-bas pour ce qu'on appelle les groupes d'autodéfense. Et les jeunes qui se font toujours enregistrer au niveau de ces mouvements, est-ce qu'ils seront concernés? À ma connaissance, il n'y a pas. S'il y en a qui se font enregistrer, je ne suis pas au courant. En tout cas, nous, on a arrêté les listes. On a arrêté, c'est les mouvements même qui ont rempli, on a les registres et on a repoussé. Et maintenant, c'est clos. Et les mouvements, ils savent que c'est clos. Si maintenant, il y a des nouveaux qui viennent, ça, moi, je ne suis pas au courant. Donc, quand on vous attend, on pense que c'est les mouvements qui sont à la base du retard accusé dans ce processus? Je peux dire, je ne dirais pas que c'est les mouvements, parce que le DDR, il est lié à autre chose. Il est lié aux avancées des autres volets. L'accord, il a 4 volets. Il y a le volet politique et institutionnel, il y a le volet défense-sécurité, le volet humanitaire-justice, et le 4e volet, c'est le volet de développement. Celui-là, bon, c'est sur le long terme. Mais, ce qui est sûr, c'est que le DDR, à lui seul, ne peut pas évoluer de manière isolée. Il faut aussi qu'il y ait des progrès, que les acteurs soient de bonne foi dans les autres domaines. Mais je peux dire quand même que plus ou moins, après la première opération du MOC, aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis parce que les mouvements sont décidés à accélérer maintenant. Et je pense que quand nous allons reprendre les activités, que bon, ils viendront vraiment avec leurs éléments et que sur la base des listes qu'ils nous ont fournies, et le processus pourra retrouver une certaine dynamique. Est-ce qu'il y a des mouvements qui ont posé des conditions avant de déposer les armes? Non, bon, je pense que l'accord, c'est l'accord qui fixe les conditions. Il n'y a plus de nouvelles conditions. Les seules conditions sont celles qui sont dans l'accord. Et celles-ci, plus ou moins, les gens sont d'accord là-dessus. Maintenant, il y a d'autres groupes qui ne se sentent pas concernés par l'accord. C'est ce qu'on appelle bon, les extrémistes là, religieux, les djihadistes. Ceux-ci, eux, disent qu'ils ne sont pas contre, ils ne sont pas dans l'accord.
ils ne sont pas pour le DDR, ils ont même menacé de saboter le DDR. Ce qu'ils ont fait à Gao, ils ont attaqué le MOC, si vous vous rappelez, avec son lot de blessés et autres. Et ils continuent à s'opposer, à être hostiles. Mais l'avantage que si nous accélérons le DDR dans les 3 à 4 prochains mois, c'est qu'il permettra à nos partenaires aussi et aux FAMA, de la communauté internationale, à partir d'une certaine date, personne n'est plus autorisé à avoir une arme. Parce que maintenant, avec les mouvements, ils utilisent ça comme légitimité. Mais une fois que le DDR est fini, que sa date limite est arrivée pour la partie des désarmement, je crois que ça facilitera à traquer désormais ceux qui vont circuler avec des armes parce qu'ils ne pourront plus le faire. En tout cas, aussi ils le font, ils s'exposent quand même à une action des FAMA et aussi de nos partenaires qui sont avec nous sur le terrain, MINUSMA et Berkane. Vous avez lancé un DDR spécial au centre, principalement à Mopti. De quoi s'agit-il? Bon, ceux qui sont concernés, c'est les groupes d'autodéfense en priorité, les djihadistes repentis, ceux qui, s'il y a quelqu'un qui veut renoncer à la violence, qui veut reprendre sa place dans la société. Et le troisième, ce sont les mouvements signataires présents dans la région de Mopti. Bon, c'est les 3 groupes cibles. Il y en a à peu près tout ce monde-là qui est enregistré aussi. Il y en a à peu près 8500. Et nous allons maintenant... Il fallait qu'on ait un centre aussi à Mopti. Ça y est, un centre où on désarme les gens. Parce que le désarmement ne se fait pas de manière anarchique. Il est d'abord volontaire et il faudrait que les gens, vous créez une structure pour les accueillir. Bon, c'est cette structure qui était prête hier, que le Premier ministre a officiellement fait le lancement. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses pour les groupes qui veulent vraiment désarmer volontairement. Désormais, on a l'infrastructure en place qui est sécurisée avec les FAMA et aussi les forces partenaires. Donc il n'y a plus d'arguments, comme on dit. On ne pouvait pas le commencer si on n'avait pas un centre, une structure. Maintenant, ce centre est opérationnel. Si vous pensez que les groupes d'autodéfense vont accepter de déposer les armes alors que les communautés sont toujours agressées par les terroristes? Bon, ça c'est une problématique qui est posée et dont il faut tenir compte, c'est très important. Mais ce que nous avions dit, c'est que les communautés qui sont menacées, elles peuvent prendre part au programme avec la montée en puissance des FAMA. C'est les FAMA qui doivent assurer la sécurité de la population. Ce ne sont pas des milices constituées par les communautés. Donc, nous disons que si le vacuum sécuritaire est progressivement rempli par les FAMA, il n'y a pas de raison que ceux qui sont volontaires rejoignent ce programme. En tout cas, ils nous ont tous exprimé, et ils l'ont dit au Premier ministre, leur volonté d'aller dans le programme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur le Renouveau TV. Merci.